On va parler des pathologies interstitielles diffuses de l'enfant. C'est un sujet, comme vous l'a dit Dr Boussoffa, là, qui est un petit peu complexe, essentiellement parce qu'il regroupe énormément d'étiologies différentes. Mais en réalité, sur le plan manifestation, c'est assez stéréotypé. Donc, je voudrais, avant de commencer, vous rappeler la structure du lobule secondaire pulmonaire. Donc, c'est la plus petite entité fonctionnelle au niveau du poumon. Et c'est à partir de là que nos amis radiologues nous aident beaucoup à poser des diagnostics. Donc, il y a les anapathes, bien sûr, mais il y a surtout les radiologues qui travaillent essentiellement en répartition. Donc, je vous rappelle la structure. Vous avez les bronches et vous avez l'artère pulmonaire qui suivent exactement la même division. Donc, elles sont en parallèle et elles vont se retrouver exactement au centre du lobule. Et ensuite, elles vont se diviser. On va avoir la répartition qui se fait des vaisseaux et des voies aériennes, les alvéoles. Et puis ensuite, vous avez les capillaires, bien sûr, les artères pulmonaires, les capillaires autour des alvéoles. Et enfin, on va avoir le sang qui va être récupéré au niveau des veines pulmonaires, qui, elles, sont à l'extérieur du lobule. Et puis, on va avoir aussi des lymphatiques qui vont sortir du lobule et suivre les divisions interlobulaires. Alors, c'est important à bien imaginer parce que si vous regardez ensuite, vous voyez ici que le lobule, qui est toujours représenté sous forme hexagonale, et c'est exactement ce qu'on voit au scanner si l'interstitium est épaissi et qu'on voit les parois lobulaires, il est centré par une bronche, donc quelque chose qui est vide, et par un vaisseau, quelque chose qui est plein. Et puis, il peut y avoir des choses à l'intérieur si on a des pathologies intra-alvéolaires, ou bien on peut avoir simplement un épaississement du septum. Et puis, on peut avoir aussi une atteinte lymphatique. Et vous voyez ici que le lymphatique, il est à l'extérieur. Il est vraiment à la limite, à la périphérie. Donc, quand on aura une pathologie qui est d'origine lymphatique, bien, on aura des anomalies qui seront à la périphérie du lobule. Alors que si on a une pathologie qui est plutôt d'origine hématogène ou d'origine bronchique, eh bien, ça sera à l'intérieur du lobule. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler que cette géographie et cette géométrie sont importantes pour l'interprétation de l'imagerie en scanner thoracique. Le deuxième point que je voulais vous rappeler, c'était la pathogénie de la fibrose. Donc, pour le moment, c'est encore au stade d'hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est fortement retenue, qui est que ce ne sont pas essentiellement des phénomènes inflammatoires, mais plutôt des phénomènes lésionnels. Il y a une lésion qui se passe au niveau de l'épithélium bronchique. Donc, je vous rappelle, l'épithélium bronchique, c'est de l'épithélium alvéolaire. Donc, on a les pneumocytes 2 qui sont de grosses cellules avec un gros noyau. Et puis, à côté, on a les pneumocytes 1 qui sont des cellules très fines, très aplaties, qui vont permettre les échanges gazeux. Alors que les pneumocytes 2 vont permettre la production du surfactant, qui est le film lipidique qui permet aux alvéoles de rester ouverts. Le deuxième rôle des pneumocytes 2, c'est de régénérer l'épithélium alvéolaire. Donc, ça veut dire que si j'ai une lésion qui détruit l'épithélium, les premières cellules qui vont être détruites, ça va être les pneumocytes 1, donc les cellules qui permettent les échanges. Et je vais avoir tout de suite une réaction au niveau du mésenchyme, donc au niveau de l'interstitium, où je vais avoir des cellules qui vont se mettre en place pour essayer de réparer. Donc, ce sont des cellules mésenchymateuses, essentiellement des fibroblastes. Ces fibroblastes vont se transformer en myofibroblastes, permettre la régénération, et si tout va bien, on va retrouver ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire une structure normale avec des pneumocytes 1, des pneumocytes 2, quelques cellules dans l'interstitium. Par contre, si la réparation ne se fait pas bien, si j'ai une destruction excessive, une mauvaise régénération, des phénomènes de stress endothélial, des anomalies de développement, eh bien, je vais avoir énormément de pneumocytes 2 qui ne vont pas arriver à se différencier en pneumocyte 1. Donc, on va avoir
un épithélium qui ne sera plus harmonieux, qui sera plus fin, avec des zones découvertes au niveau de la membrane basale. Et puis, je vais avoir un excès de régénération qui fait que je vais avoir un épaississement de la membrane basale et de l'interstitium. Donc, ça va me léser par rapport aux échanges gazeux puisque je vais avoir une barrière entre l'air et le sang. Et puis, je vais avoir beaucoup de cellules, des myofibroblastes, des cellules inflammatoires qui vont apparaître et le collagène qui va être disposé de façon aberrante. La deuxième chose qu'il faut retenir, en dehors du fait que ça peut être une réparation anormale, c'est qu'en fait, plus on vieillit et plus on va réparer de façon inefficace et évoluer vers la fibrose. C'est comme au niveau de tous les tissus, on va avoir une anomalie de réparation. Mais ça veut dire que si on avance en âge et qu'on a déjà une prédisposition génétique, on a plus de risques de développer une fibrose. Et ça aussi, c'est important pour comprendre pourquoi les fibroses sont plus fréquentes quand on avance en âge, mais qu'elles peuvent exister aussi chez les enfants. Donc, en introduction de mon propos, je voudrais juste vous rappeler des généralités par rapport à ces pneumopathies interstitielles diffuses qui représentent un groupe hétérogène. Ce sont surtout des pathologies chroniques. On ne connaît pas bien l'incidence, mais on estime qu'elle est entre 1 et 100 pour 1 million d'enfants par an. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Malheureusement, malgré cette rareté, ça a une morbidité et une mortalité élevée, avec une mortalité autour de 15% qui est estimée. Elle est plus fréquente chez le garçon et plus fréquente chez les enfants plus jeunes parce que les étiologies sont différentes. Et chez les tout petits, on a un mauvais pronostic et on a 10% de formes familiales. Les pneumopathies interstitielles diffuses, donc quand on parle d'interstitium, c'est l'inflammation et la fibrose des parois alvéolaires. Ça va donner des infiltrats diffus en imagerie. Et à l'EFR, on va avoir un syndrome restrictif et une altération des échanges gazeux, comme on l'a vu. Par contre, on peut parler des pathologies pulmonaires diffuses qui sont en fait apparentées, mais qui vont être un peu plus larges, puisqu'on va aussi prendre en compte les atteintes bronchiolaires. Donc, elles dépendent du stade de développement et de la maturation pulmonaire. On peut les voir avant et après l'âge de 2 ans, et en caractéristiques communes, elles ont là aussi des infiltrats diffus, donc ça ressemble au PID, et une altération des échanges gazeux. Et l'altération, elle se fait au niveau des alvéoles, comme précédemment, mais aussi des bronchioles, et c'est pour ça qu'on élargit le spectre. Ce qui les différencie, ou ce qui élargit le spectre aussi, c'est que sur le plan fonctionnel respiratoire, en dehors de la restriction, on peut avoir aussi une obstruction distale qui va être associée. Le problème commun à toutes ces pathologies pulmonaires diffuses, c'est que pour le moment, on n'a pas vraiment de traitement codifié. La démarche diagnostique, bien sûr, c'est l'essentiel quand on a en face de nous un petit enfant ou un grand enfant chez qui on découvre une pathologie interstitielle ou une pathologie diffuse. Comment est-ce qu'on peut avancer? Eh bien, de toute façon, ça va être de façon systématique sur la clinique, l'anamnèse, c'est-à-dire qu'on va voir comment c'est apparu, mais aussi est-ce qu'il y a des signes associés qui peuvent nous orienter, et puis les antécédents familiaux. Parce que vous verrez, comme on a des formes familiales, on peut retrouver des anomalies chez les parents. Le diagnostic, il se fait sur la tomodensitométrie essentiellement, c'est un point vraiment fondamental. On peut avoir une exploration fonctionnelle respiratoire, mais comme vous le savez, ça dépend de l'âge. Donc, quand ce sont des petits-enfants, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur ça. Le lavage bronchiolo-alvéolaire, qui peut être utile. Il y a d'autres tests qu'on verra au cours de cet exposé. Les études génétiques qui sont devenues vraiment essentielles. Il y a de plus en plus de marqueurs génétiques qui ont été identifiés et vraiment, ça permet d'avancer très vite sur le diagnostic et éventuellement d'éviter et la biopsie et même le lavage bronchiolo-alvéolaire.
Nous allons commencer par les atteintes pulmonaires qu'on retrouve chez les enfants de moins de 2 ans, et c'est ce qu'on appelle le child syndrome. D'abord, la première étape, c'est exclure d'autres diagnostics, ce qui peut provoquer la dyspnée d'un tout petit. Bien sûr, nous pouvons discuter la mucoviscidose, donc toute la grande pathologie respiratoire, mais aussi chez les prématurés des dysplasies bronchopulmonaires, les phénomènes d'inhalation à la naissance ou un peu plus tard, et les infections. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut absolument éliminer parce que leur prise en charge est complètement différente et ça va très souvent répondre de façon très positive au traitement. Par contre, quand on va exclure ces diagnostics, on va se retrouver dans le Child Syndrome, donc c'est juste un acronyme à partir de Children et Interstitial Lung Disease, donc les pathologies interstitielles pulmonaires. Donc, quelles sont les manifestations? Les manifestations, ça va être d'abord les symptômes respiratoires. Les symptômes respiratoires, ça va être la toux, la polypnée, la gêne respiratoire, l'intolérance à l'effort, donc des bébés qui ne peuvent pas pleurer ou jouer ou rire et qui se cyanosent tout de suite. Donc ça, ce sont les symptômes. Mais aussi les signes respiratoires, qu'est-ce qu'on va trouver comme manifestation à l'examen? La tachypnée, bien sûr, la fréquence respiratoire rapide, des crépitants, pas toujours, le tirage, donc des signes de lutte, l'hypocratisme qu'on voit chez les enfants quand ils sont généralement un peu plus grands, l'insuffisance respiratoire avec éventuellement une cyanose et une saturation périphérique en oxygène qui va être abaissée. Et puis aussi des retards de croissance parce que l'hypoxie fait souffrir les enfants et donc ils vont avoir des soucis de croissance. Le troisième, c'est l'hypoxie et les anomalies diffuses à la radiographie du thorax ou en TDM. Et il faut les 3 critères pour penser au child syndrome, donc les symptômes et les signes respiratoires, et puis l'hypoxie ou les anomalies diffuses en imagerie. Cette classification child permet d'avancer très vite sur les étiologies en évaluant les possibilités. Donc, on peut avoir des pathologies qui sont spécifiques du nourrisson, c'est les pathologies du développement, et vous verrez que ce sont celles qui ont le plus mauvais pronostic, les anomalies de croissance pulmonaire, des pathologies spécifiques qu'on ne retrouve que chez le nourrisson, et puis les anomalies du surfactant qui sont vraiment les plus intéressantes et qui sont liées à des mutations génétiques qui sont bien identifiées. Il y a les anomalies, les pathologies qui ne sont pas spécifiques du nourrisson, c'est celles qu'on appelle les pathologies du sujet normal, c'est-à-dire que c'est un enfant qui n'a pas de terrain particulier, les processus systémiques, les déficits immunitaires et les pathologies qui se présentent comme une pathologie interstitielle, mais qui ne sont pas des pathologies interstitielles. Et puis, il y a les anomalies inclassables. Pour commencer, chez le tout petit, on a dit qu'il y allait y avoir des anomalies du développement pulmonaire. Donc, je voudrais vous rappeler l'organogenèse pulmonaire. Donc, on a les bourgeons pulmonaires qui vont sortir de l'intestin antérieur primitif, qui vont se diviser. On va avoir les bronches qui vont se diviser. Et puis, petit à petit, on va se retrouver au stade glandulaire. Donc, ces bourgeons qui continuent à se diviser et à s'allonger. Ensuite, on va passer au stade canaliculaire, et puis ensuite au stade saculaire, et puis à la fin, on est dans les sacs alvéolaires. Donc, ce sont les 4 stades. Et malheureusement, au cours de l'organogenèse, on peut avoir un arrêt du développement pulmonaire à n'importe quel stade. Et vous imaginez que quand on est dans ces stades très précoces, eh bien, on ne peut pas respirer puisqu'on n'a pas du tout des poumons fonctionnels. Donc, ça va être typique de la pathologie de la toute petite enfance, malheureusement. Donc, ce sont des anomalies diffuses du développement pulmonaire avec un arrêt du développement selon les différentes phases qu'on a vues tout à l'heure. Ou bien on peut avoir
quelque chose qui n'est pas un problème de maturation, mais qui est un problème de mauvaise localisation géographique, c'est-à-dire que on ne va pas avoir les capillaires qui sont en face des veines pulmonaires et donc on ne va pas pouvoir avoir des échanges gazeux efficaces. Donc, et ces anomalies vasculaires sont fréquemment associées à des anomalies d'autres organes. Donc, si je n'ai pas mes alvéoles qui ont en face d'elles un réseau vasculaire cohérent avec une arrivée d'artères pulmonaires, des capillaires et un départ de veines pulmonaires, eh bien, je ne vais pas pouvoir avoir d'échange gazeux. Donc, ce sont des malformations qui sont fréquemment associées à d'autres malformations. Et vous imaginez que ces enfants, malheureusement, n'ayant pas de poumons fonctionnels, vont avoir une insuffisance respiratoire qui va être diagnostiquée dès la naissance, ou se manifester dès la naissance ou dans un délai très court et aboutir rapidement au décès. Et vous voyez ici cet enfant qui a des poumons absolument blancs puisqu'il ne va pas pouvoir avoir d'échange, et ça donne des poumons blancs. Et vous voyez ici, on voit bien les bronches, mais par contre, on n'a pas eu de développement alvéolaire. Et vous voyez ici ces images qui sont vraiment très effrayantes du stade kystique auquel se sont arrêtés les poumons. Et on les voit ici en coupe histologique, donc toutes ces anomalies qui font qu'on n'a pas de possibilité d'échange gazeux puisqu'on est resté à un stade vraiment précoce de développement pulmonaire. On peut avoir des anomalies de croissance pulmonaire, un poumon qui ne se développe pas assez. On peut avoir aussi des modifications structurelles qui sont liées à des anomalies chromosomiques. On peut avoir une trisomie 21, par exemple, qui va s'associer à des kystes sous-pleuraux ou des anomalies liées à l'X avec des déficits en filamine A qui vont donner des anomalies de structure du collagène et de l'élastine. Et puis, on a des pathologies qui sont spécifiques de la petite enfance, dont on ne connaît pas l'origine, mais qui, elles, sont de bons pronostics. Et je vais vous en présenter deux qui sont les plus importants. Donc, la glycogénose interstitielle pulmonaire. Donc, vous voyez ici cet interstitium qui est épaissi, qui est plein de cellules d'assez grosse taille, volumineuses, avec un gros noyau et qui sont remplies de glycogène, en fait. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elles ont cette coloration rosée et qui vont occuper les parois alvéolaires. Donc, ça va donner des enfants qui vont avoir une détresse respiratoire précoce. Ils vont être rapidement gênés avec une pathologie qui peut être soit primitive, soit associée à des troubles de l'aérolisation et de formation des alvéoles. Elle peut être diffuse, donc on va avoir une pathologie de tout le poumon, ou elle peut être localisée en foyer. Et heureusement, c'est une pathologie qui a un bon pronostic avec une amélioration des symptômes qui est souvent spontanée ou sous corticoïdes. Quand on fait un scanner, on va avoir une distorsion, un épaississement interstitiel avec des zones qui vont être hyper claires et d'autres en vert dépoli. Et j'imagine que pour les pneumologues, ça rappelle quelque chose qu'on voit souvent en ce moment. Mais bon, c'est une pathologie qui est de bon pronostic. Donc, même si c'est assez inquiétant au départ, finalement, ça évolue bien. Une autre pathologie de la toute petite enfance qui, elle aussi, évolue bien, c'est l'hyperplasie neuroendocrine. Donc, ça va donner là aussi une tachypnée persistante du nourrisson avec une hypoxémie, un tirage, des crépitants à l'auscultation. À l'imagerie, on va voir là aussi des foyers de verre dépolis et une distension. Donc, vous voyez ces zones hyper claires. Ça prédomine au niveau du lobe moyen et de la lingula essentiellement. Vous voyez ici cet aspect un peu gris clair. Donc, c'est vraiment ça l'aspect en verre dépoli. Et il y a différentes étiologies qui sont supposées, qui sont la génétique, un terrain favorisant, une virose précoce, une hypoxie chronique. On ne sait pas exactement ce qui est responsable de ces anomalies.
En tout cas, ça va donner au niveau du poumon cette hyperplasie des cellules neuroendocrines. Vous savez qu'on peut les marquer par la bombésine et on les voit ici au niveau de l'épithélium. Toutes ces petites cellules rouges, en fait, sont des cellules neuroendocrines et ce sont elles qui sont responsables de ces anomalies. C'est là aussi une pathologie qui est de bon pronostic avec une régression des symptômes dans la majorité des cas. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les poumons qu'on voyait tout à l'heure dans les anomalies de développement qui étaient complètement blancs et qui ne respiraient pas du tout. Excusez-moi. Les deuxièmes grandes anomalies, ce sont les anomalies de synthèse du surfactant. Donc, on a vu les anomalies de développement et les pathologies de tout petits qui vont se manifester à la naissance. Et puis, on a aussi un grand paquet qui, là, peut, en fonction des anomalies, se manifester soit tôt, soit plutôt tard. Et c'est dû à des anomalies de synthèse du surfactant, donc ce film qui nous protège et qui permet aux alvéoles de rester ouverts. C'est ce film lipidique. Donc, le surfactant, il est fait de phospholipides. Pour fabriquer des protéines et les phospholipides, il faut avoir, bien sûr, un background génétique, puisque tout ce que nous le fabriquons à partir de notre ADN. Donc, on peut déjà avoir des anomalies au niveau de notre ADN qui ne va pas nous permettre de fabriquer ces phospholipides. Mais aussi, on peut avoir ensuite un problème au niveau de la machinerie. Donc, vous savez que quand on se met à fabriquer quelque chose, ça va passer dans le réticulum endoplasmique. Ensuite, ça va passer dans l'appareil de Golgi. Si ça passe dans l'appareil de Golgi, ça sort sous forme de vésicules. Ces vésicules vont permettre d'associer ensuite les différents lipides avec les protéines qui ont été fabriquées, les phospholipides. Ça va former ici des corps lamellaires immatures. Ensuite, ces corps lamellaires maturent. Tout ça, c'est sous l'effet de différentes enzymes et de différentes régulations qui dépendent là aussi de notre background génétique. Et ces corps lamellaires matures vont enfin pouvoir sortir, être sécrétés au niveau de l'alvéole, de la lumière alvéolaire, et former ce film lipidique qui va ensuite pouvoir être récupéré, recyclé ici sous forme de lysosome. Là aussi, on va avoir une ouverture et on va avoir une fabrication qui peut se faire aussi directement. Ce film lipidique, il est formé de différentes sous-unités. Donc, on a la protéine du surfactant de type A, de type B et de type C. Et elles doivent être toutes présentes pour qu'on ait un surfactant de bonne qualité. Quand le surfactant est dégradé, on a vu qu'il pouvait être recyclé, mais il pouvait aussi être récupéré par les macrophages qui vont pouvoir nettoyer ce surfactant quand il s'abîme. Et si j'ai un problème au niveau des macrophages, eh bien, je ne vais pas pouvoir bien nettoyer. Et là aussi, je vais avoir une accumulation de surfactant anormal. Donc, on peut avoir un souci soit au niveau de la fabrication, avec les différentes anomalies, les différents gènes, soit au niveau de la sécrétion, soit au niveau final qui est la présence des différentes protéines, soit je vais avoir un problème au niveau de la dégradation. Tout ça se faisant d'une part au niveau du pneumocyte 2 et d'autre part au niveau du macrophage. Ce sont les deux grandes cellules qui sont impliquées dans les pathologies du surfactant. Donc, ces pathologies sont intéressantes parce qu'elles sont liées à des mutations génétiques, qu'on connaît de mieux en mieux ces mutations. Donc, vous voyez ici les principaux gènes qui sont incriminés et qu'on peut désormais de plus en plus souvent faire le diagnostic uniquement sur la génétique, donc sans aller sur aucune autre exploration en faisant un typage génétique. Et vous voyez que ces différentes anomalies peuvent se manifester soit chez les tout petits,
soit plus tard, et qu'il y a différents modes de transmission, soit autosomique dominant, soit autosomique récessif, soit lié à X. Ce qui fait que la recommandation désormais, c'est de tester systématiquement tous les enfants qui ont une pneumopathie interstitielle diffuse, particulièrement les tout petits. La première, celle qui a été la première identifiée, c'était la protéinose alvéolaire classique, qui est l'accumulation de surfactants dans la lumière alvéolaire, sachant que ce surfactant aussi agit comme défense anti-infectieuse. Donc, quand on a une altération quantitative et qualitative, ces protéines du surfactant vont être toxiques pour le pneumocyte 2 et si elles ne sont pas éliminées correctement par le macrophage. Donc là, vous avez l'exemple d'un petit garçon qui est actuellement un jeune homme, qu'on connaît depuis l'âge de 3 ans. Il était asymptomatique, mais il avait une sœur qui avait 5 ans à l'époque, qui était en insuffisance respiratoire avec une pneumopathie interstitielle diffuse. Et le petit garçon avait sur sa radio, là aussi, une pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, vous voyez ici toutes ces images qui font que ces poumons, quand vous regardez de près, on voit un réseau qui va jusqu'à la paroi et donc c'est bien une pneumopathie interstitielle. Comme cet enfant allait bien, contrairement à sa sœur qui était en insuffisance respiratoire, il a subi une biopsie pulmonaire qui a porté le diagnostic de protéinose alvéolaire et il a alors subi des lavages broncho-alvéolaires thérapeutiques puisque c'est le moyen qu'on a désormais et qu'on a depuis longtemps disons, d'améliorer les échanges au niveau des poumons de ces enfants et que souvent, ça va leur permettre de grandir s'ils ont suffisamment de réserve, le temps qu'on fasse les lavages régulièrement et de grandir et d'arriver à l'âge adulte avec souvent malheureusement une petite fibrose qui va se développer. Donc c'est ce qui s'est passé chez ce petit garçon qui est désormais un jeune homme. Sa sœur est décédée à l'âge de 10 ans par une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale, alors que lui, vous voyez, il a 22 ans maintenant. Et là, vous avez ces images scanographiques, donc avec ces images interstitielles. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait un épaississement interstitiel qui nous permettait de retrouver les lobules avec ces images vraiment hexagonales ou en tout cas très, très nettes qui permettent de visualiser les lobules secondaires. Il a sa scissure qui est épaissie et puis il a aussi des images d'emphysème paraseptal qu'on voit ici puisque c'est un emphysème paraseptal puisqu'il est en périphérie. Donc, ce jeune homme, désormais, travaille, il a une vie absolument normale. Il est asymptomatique, il ne se plaint de rien, il n'est pas du tout dyspnéique. Il a eu un petit retard de croissance, et il a gardé un hypocratisme digital et sa capacité vitale est à 70% de la théorique. On va voir maintenant d'autres anomalies du surfactant qui sont plus compliquées parce que d'abord on ne peut pas les nettoyer par lavage bronchiolo-alvéolaire, donc on ne peut pas laver les alvéoles chez ces enfants puisque ça n'est pas une accumulation de surfactant, c'est vraiment l'alvéole en lui-même qui est malade. Et là, on a un déficit en SPB, donc en protéines du surfactant de type B. C'est la forme la plus grave, avec un déficit qui provoque une détresse respiratoire néonatale, avec un décès à l'âge de 3 à 6 mois maximum. Donc c'est vraiment une très petite espérance de vie. Et ils ont un matériel granulaire éosinophile intra-alvéolaire qui remplit les alvéoles. Et vous voyez ici, on ne voit pas du tout d'air. Le seul air qu'il y a, c'est au niveau bronchique. Ça va donner une hyperplasie épithéliale alvéolaire, l'absence de corps lamellaires matures, vous vous rappelez les corps lamellaires qui vont sortir et former le surfactant, et une augmentation des corps multivésiculaires, donc vous vous rappelez, il y a les vésicules à l'intérieur de la cellule dans laquelle il y a les protéines immatures qui sont encore en train de se fabriquer
et de se synthétiser, et des structures multilamellaires. Deuxième protéine, c'est la SPC. Donc, quand on regarde la mutation de SPC, ça s'appelle SFTPC, on va avoir là aussi des anomalies au niveau des pneumocytes 2, puisque ce sont elles qui fabriquent le surfactant, avec agrégation et accumulation dans le pneumocyte de ces propeptides. Donc, c'est le peptide qui n'arrive pas à maturation. Et donc, ça va provoquer un stress du réticulum endoplasmique, puisque c'est l'usine, et qui va être anormal. Et ça va activer la caspase, donc qui est une enzyme de destruction. Et on va aboutir à une apoptose, donc à un suicide des pneumocytes 2 et une lésion qui va aboutir à la fibrose. En fonction de la gravité, du déficit en enzymes de production, on va aboutir à un phénotype qui est en fait hétérogène. On peut avoir, quand c'est très grave, une insuffisance respiratoire néonatale qui peut être fatale, alors que certains enfants vont s'améliorer et vont pouvoir arriver jusqu'à l'âge adulte, malheureusement avec une insuffisance respiratoire chronique, mais ils atteindront l'âge adulte. Quand on fait un immunomarquage à la recherche de surfactants, eh bien, on voit qu'il y a un marquage diffus, mais il n'y a pas de corps lamellaires qui apparaissent. Donc, vous voyez qu'on n'a pas de fabrication de surfactants efficaces. Et quand on regarde ici en microscopie électronique, donc on n'a pas de corps lamellaires typiques. On va avoir des corps lamellaires qui sont atypiques, qui vont s'accumuler au lieu d'avoir des lamelles bien parallèles. On va avoir ces dépôts complètement irréguliers au niveau du pneumocyte 2 avec ces microvésicules diffuses. Ce pneumocyte 2 qui perd ses attaches avec la membrane basale, donc il a tendance à se détacher, il perd le contact avec la membrane basale, avec les autres cellules, et il va desquamer. Et vous vous rappelez que tout à l'heure, on avait dit que si l'épithélium était en mauvais état, c'était ça qui allait provoquer les phénomènes de fibrose. Donc, ces mutations vont avoir des manifestations diverses, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, vous voyez une petite fille à 3 mois qui est née et qui a développé très rapidement une détresse respiratoire. Donc, vous voyez ici son scanner qui montre des zones, là aussi en vert dépoli, et puis des zones qui sont normalement claires. Mais là, vraiment, on a très peu de ventilation efficace. Et en regardant sa maman, eh bien, sa maman, effectivement, était dyspnéique, mais n'avait jamais consulté. Et on lui a trouvé une pathologie qui s'appelle un syndrome emphysème fibrose. Donc, elle avait une emphysème des sommets. Donc, vous voyez l'hyperclarté des sommets et une fibrose des bases. Mais vous voyez, là aussi, les fibroses, vous aurez la présentation, vous pourrez regarder plus en détail et vous verrez ici toutes ces images où on voit très, très bien cet épaississement des septums interstitiels. Donc, pour la même mutation, vous voyez la petite fille à 3 mois, alors que sa maman a mis 30 ans pour être diagnostiquée. La mutation la mieux connue, la plus fréquente, c'est au niveau d'un gène qui s'appelle ABK3. C'est un gène qui code pour une protéine de transport. Et cette mutation est très bien connue parce que c'est la plus fréquente des anomalies. Donc, quand on fait un dosage des protéines du surfactant au niveau du lavage, on ne trouve pas de protéine C. Vous voyez ici une famille, puisque c'est un héritage familial, où on avait d'abord 2 patients qui étaient malades. Ensuite, on a retrouvé des enfants, et c'est un enfant de 13 ans qui avait une UIP. Et vous voyez ici cet enfant de 13 ans qui a des poumons qu'on pourrait imaginer chez un vieux monsieur de 80 ans, avec cette fibrose très importante, même
des amas de fibrose. Cette rétraction, ces poumons qui sont irréguliers, l'épaississement au niveau de la plèvre, cet épaississement interstitiel important, avec une distorsion. Vous voyez que son médiastin paraît complètement irrégulier. Et quand on regarde au niveau de la microscopie, vous voyez ces images kystiques avec les alvéoles qui sont détruits, cet épaississement massif de tout l'interstitium et ces zones fibreuses acellulaires avec à l'intérieur du surfactant qui est de mauvaise qualité et des vaisseaux qui sont pathologiques. Donc, vous avez cet enfant qu'on a vu ici, et quand on regarde, eh bien, il y avait deux adultes de la famille qui étaient touchés, avec un qui avait une PINS, donc une pneumopathie interstitielle non spécifique à 57 ans. Donc, vous voyez que les âges sont très différents. Et on a retrouvé là aussi une personne chez qui on a trouvé les anomalies génétiques, mais il avait 52 ans et il était asymptomatique. Donc, c'était et ce sont, quand vous regardez ici, donc on avait soit les deux mutations, soit une seule mutation. Donc quand c'était une seule mutation, c'était autosomique récessif, il n'y avait pas d'expression. Mais même si on a les deux mutations, vous voyez que chez certaines personnes, eh bien, on ne va pas avoir de symptômes. C'est assez étonnant. Et par contre, ce que vous remarquez, c'est que finalement, plus on avance dans les générations et plus les anomalies apparaissent tôt. Et vous voyez ici l'atteinte de l'adulte qui était beaucoup, beaucoup plus limitée que ce qu'on voyait chez l'enfant. En regardant ces scanners, on a l'impression qu'on s'est trompé et que c'est ça l'image de la vieille d'une personne âgée et ça, celle de l'enfant. Et en fait, non. Donc, cette mutation ABK3, c'est la première cause de pathologie interstitielle diffuse chez l'enfant par dysfonction du surfactant. Ça va donner différentes anomalies. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que quand les enfants font une infection à virus respiratoire syncytial, ça va aggraver la maladie. Donc, vous voyez que l'âge au diagnostic, c'est le plus souvent chez le petit. Chez le petit, on va avoir une double mutation. Et ce qu'on ne retrouvera pas chez le nourrisson ni chez le grand enfant parce que c'est une forme qui est rapidement létale. Par contre, les mutations autres vont pouvoir permettre aux enfants d'arriver dans certains cas jusqu'à l'âge adulte. L'évolution à 1 an, on va avoir, quand ils sont nuls, ils vont décéder ou ils vont avoir très rapidement une greffe pulmonaire, alors que quand on a une seule mutation, eh bien, on peut avoir des enfants qui sont encore vivants à 1 an. Donc, quel que soit le génotype, si on a des symptômes respiratoires à la naissance, on va avoir seulement 16% de survivants à 1 an. Donc, quand le diagnostic est fait très tôt, c'est un mauvais pronostic. Alors que si on dépasse la période néonatale et qu'on fait le diagnostic chez le nourrisson ou dans l'enfance, eh bien, on va avoir 62% de survie à 1 an. Donc, ce qui est quand même relativement important. Et on a fréquemment une amélioration, même si on n'a pas de guérison. C'est pour ça qu'on propose des traitements qui sont plutôt symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va mettre des anti-inflammatoires type corticoïdes en bolus, du plaquenil par exemple, et associer un support nutritionnel, de l'oxygène et espérer que quand les patients vont grandir, ils vont s'améliorer et dépasser le stade d'insuffisance respiratoire. L'autre maladie génétique, toujours dans ce cadre des pathologies du surfactant, c'est les mutations de NKX2-1. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, c'est un gène qui code pour TTF1. Alors, TTF1, pour ceux qui suivent la pneumologie, c'est un marqueur important dans les cancers du poumon et dans les cancers de la thyroïde.
Donc, c'est un marqueur en fait de développement du poumon et de la thyroïde. Et c'est pour ça que ces enfants qui vont avoir ces mutations vont avoir souvent l'association d'une atteinte pulmonaire à une atteinte thyroïdienne et une atteinte neurologique centrale. Donc, ce sont des enfants qui vont développer une fibrose. Vous voyez ici cette fibrose qui est diffuse. Et c'est un enfant qui avait en même temps une hypothyroïdie, une hypotonie et une chorée. Là, c'est une dame qui avait 35 ans, qui avait juste une dyspnée d'effort et qui avait la même mutation. Là, c'est quelqu'un qui avait une polypnée depuis la naissance, un défaut de croissance avec moins de DS, mais pas d'hypothyroïdie ni de signe neurologique. Et 46 ans, cette atteinte respiratoire et des troubles de la motricité. Donc, vous voyez que là aussi, dans ces mutations, on peut avoir différentes expressions, des atteintes plus ou moins précoces, des signes associés ou pas. Et c'est quelque chose qu'on peut là aussi diagnostiquer par les typages génétiques. Qu'est-ce que ça donne sur le plan histologique? Vous avez vu que sur le plan clinique, il y avait des manifestations diverses. Eh bien, on va avoir là aussi, en histologie, diverses manifestations. On peut avoir juste un élargissement, une simplification des espaces. On peut avoir des changements minimes. Vous voyez ce poumon qui a juste quelques zones qui sont pathologiques, un interstitium discrètement épaissi, ou on peut avoir des anomalies nettement plus marquées. Vous voyez ici quand même ces parois qui sont très épaissies, des alvéoles. Et on va retrouver un mélange avec des corps lamellaires normaux. Donc vous voyez ici les corps lamellaires qu'on voit bien, tout à l'heure ils étaient irréguliers, mais en même temps des structures hétérogènes qui sont anormales. Et c'est l'équilibre, ou disons le rapport entre les deux qui va faire la gravité ou pas de la maladie. Donc là, nous avons vu les pathologies qui atteignent essentiellement les petits, même si, comme on l'a vu, elles peuvent apparaître plus tardivement. Donc ce sont essentiellement des pathologies génétiques ou des malformations de développement. Qu'est-ce qu'on peut retrouver après l'âge de 2 ans? Donc d'abord, quelles sont les manifestations? On a vu que chez les petits, c'est surtout un retard de croissance, une détresse respiratoire très importante, avec des signes d'insuffisance respiratoire et un retentissement sur la croissance. Ce qu'on voit plus quand ce sont des enfants plus grands, eh bien, c'est d'abord et avant tout la toux. C'est des pathologies qui vont faire tousser, alors que chez le tout petit, c'est vraiment la dyspnée. Avec une tachypnée qui est un peu moins fréquente et une intolérance à l'effort, là aussi, mais aussi moins fréquente. Les retards de croissance sont moins fréquents, juste 25% des cas, et puis après, on peut avoir toutes les autres pathologies. Les crépitants, très rares, 1 sur 10. On peut avoir des fois des sifflements. Donc finalement, chez les enfants, ce qu'on va essentiellement retrouver, c'est une toux et moins fréquemment, mais aussi de façon importante, la tachypnée ou l'intolérance à l'effort. Vous voyez qu'on va avoir d'autres signes qu'on va chercher qui vont être une exposition ou des signes articulaires ou des atteintes cutanées ou une atteinte hépatique, splénique, des ganglions. Donc, ça veut dire qu'en dehors des signes respiratoires, on va aller chercher d'autres manifestations qui peuvent être associées et qui vont faire évoquer des étiologies différentes. L'aspect scanographique, ça va être là aussi essentiellement du verre dépoli, des réticulations, un cas sur deux. On peut avoir aussi des nodules, des kystes, des condensations, éventuellement un épaississement pleural, mais de façon exceptionnelle, mais 3% quand même, ce sont les pneumothorax et c'est essentiellement dans l'histiocytose. Donc, quelles sont ces pathologies qui ne sont pas spécifiques du tout petit? Donc, on va retrouver chez des enfants plus grands. On peut avoir, donc c'est sur un terrain dit normal, a priori, les infections avec leurs séquelles. Tout à l'heure, on a vu la gravité du VRS sur un terrain déjà prédisposé, comme la BK3, mais on peut avoir aussi les adénovirus.
Et vous savez que les adénovirus peuvent parfois donner une bronchiolite obstructive chronique. Donc là, on est dans les pathologies pulmonaires diffuses. Et les adénovirus peuvent malheureusement aboutir à une bronchiolite obstructive chronique qui va persister, qui va donner une pathologie qu'on ne pourra pas guérir avec une distension, un aspect en mosaïque et parfois des dilatations de bronches. On peut avoir aussi ça au cours du syndrome de Stevens-Johnson, donc un phénomène en partie allergique. Et puis, on peut avoir ça, et on le verra plus tout à l'heure dans les rejets, dans la maladie du greffon contre l'hôte. Toujours chez l'enfant initialement normal, on peut avoir, et c'est pour ça qu'on doit rechercher les expositions environnementales, les pneumopathies d'hypersensibilité, exactement comme chez l'adulte. Donc, c'est une réaction à un antigène organique qui a été respiré de façon répétée. Et le plus souvent, ce sont des moisissures, ce sont des déjections d'oiseaux ou les plumes d'oiseaux, les cols et la peinture. On a des manifestations qui peuvent être aiguës ou chroniques. En chronique, c'est de la fibrose. En aigu, on va avoir en imagerie des nodules centrolobulaires qui sont mal définis en verre dépoli. Donc, ce n'est pas une atteinte lymphatique, c'est le centre du nodule autour de la bronche et de l'artère pulmonaire qu'on va avoir ces nodules qui sont pas évidents, qui sont mal limités, et on peut avoir du verre dépoli. Ce sont des pathologies auxquelles il faut penser, bien qu'elles soient rares, parce que ce sont des pathologies qui sont extrêmement curables simplement par l'éviction. Donc, si on y pense, on va tout de suite permettre à l'enfant de s'améliorer spontanément et éventuellement de guérir si on est encore à un stade où il n'y a pas de fibrose. Donc ça, c'est important de les identifier. Il faut toujours rechercher chez les enfants un peu grands, et quand on a ces images de nodules flous, une exposition essentiellement aux moisissures ou aux oiseaux. On peut avoir toujours dans l'inhalation, mais là c'est l'inhalation directe, donc ce n'est pas simplement un antigène. On peut avoir des pneumonies lipidiques exogènes quand par exemple on met aux enfants des gouttes dans le nez, ou on leur met des crèmes avec du lipide autour des narines pour leur faire du bien en respirant, ou bien quand ils ont un reflux important, surtout si on leur fait boire une cuillerée d'huile contre la toux ou pour la renforcer, on peut avoir des pneumonies lipidiques exogènes. Ça va donner des images très typiques parce que la condensation est de nature lipidique, et donc elle va être de très faible densité. Et ça va siéger essentiellement au niveau des lobes inférieurs et des segments postérieurs. Donc vous voyez ici cet aspect. Après ces phénomènes exogènes, donc qui sont liés à quelque chose qu'on inhale, soit sous forme dense, soit sous forme simplement antigénique, on a les désordres immunitaires. Donc, dans les désordres immunitaires, avant de voir les déficits, on peut avoir des anomalies par auto-anticorps, par exemple, ou par vascularité. Et le plus fréquent, mais vraiment de très loin dans ces désordres et dans les étiologies des pathologies interstitielles, ce sont les hémorragies alvéolaires. Les hémorragies alvéolaires qui vont donner une dyspnée associée à une anémie, et plus ou moins des hémoptysies qui peuvent être minimes ou qui ne peuvent ne pas s'exprimer du tout, puisque le saignement se faisant très profondément, il peut ne pas être extériorisé. Donc, ça peut se voir au niveau des granulomatoses, par exemple au niveau de la maladie dite de Wegener, ou la granulomatose éosinophile. On peut avoir d'autres vascularites, comme le goût de pasture ou au cours du lupus. On peut avoir ça au niveau du syndrome de Heiner, qui est très discuté en fait, et qui associe une hémorragie alvéolaire à une allergie au lait de vache. Les maladies cœliaques, il faut toujours rechercher.
parce que là aussi, c'est simple de les traiter. Il faut simplement les mettre sous régime. Et puis, on a les formes idiopathiques contre lesquelles, malheureusement, des fois, on se sent très démuni. En TDM, on peut avoir du verre dépoli, on peut avoir un aspect de crazy paving qui associe du verre dépoli et un épaississement des parois interstitielles, ou on peut avoir une fibrose discrète. En dehors des hémorragies alvéolaires, donc on voit dans les vascularites et dans les granulomatoses type Wegener ou Schorstraff, on peut avoir des connectivites, donc des maladies plutôt du conjonctif, et ça va être la sclérodermie juvénile ou la dermatomyosite. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il fallait rechercher les atteintes articulaires, par exemple, ou des atteintes d'autres organes associés. Sachant que là, le traitement, il va associer des corticoïdes et si ça ne suffit pas, des immunosuppresseurs. Donc, vous voyez ici une hémosidérose idiopathique avec cet aspect de grisaille diffuse qui va prédominer en inférieur. Ça, c'est toujours classique, hein. Quand on est couché, on va avoir une prédominance des lésions en postérieur, un épaississement des scissures, comme on l'a vu tout à l'heure, avec éventuellement un emphysème paraseptal ici. Et ici, vous avez l'exploration fonctionnelle respiratoire qui va vous montrer un aspect typique d'une pneumopathie interstitielle avec une restriction. Donc, vous voyez cette courbe qui est complètement étroite. D'habitude, on a des courbes qui sont en demi-cloche. Là, la courbe, elle est étroite et la pente est très pentue. Donc, on n'a pas d'atteinte des débits. Au contraire, quand on a une pathologie interstitielle, une fibrose, on va avoir des débits qui sont meilleurs puisqu'on va avoir une force de rétraction élastique qui fait qu'on expire très vite l'air. Et donc, on va avoir une pente très marquée, mais par contre, on a des petits volumes pulmonaires ici. Troisième volet, ce sont les maladies de stockage, qui sont, elles, quand même beaucoup plus rares. Et dans ces maladies de stockage, on a la maladie de Gaucher et la maladie de Niemann-Pick. La maladie de Gaucher, que vous connaissez bien, qui est due à des anomalies du lysosome avec une accumulation de glucosylcéramide dans les macrophages. Ça donne rarement une atteinte pulmonaire, mais quand ça donne une atteinte pulmonaire, on va avoir une infiltration des alvéoles et de l'interstitium. On peut avoir une infiltration capillaire, ça va donner une hypertension artérielle pulmonaire. On peut avoir un syndrome hépatopulmonaire, puisque la maladie de Gaucher, ça touche quand même beaucoup le foie. On peut avoir un type 1 après splénectomie ou dans le type 3. Et en TDM, on va trouver un épaississement interstitiel, du verre dépoli, des condensations et des parois bronchiques épaissies. Donc, c'est une atteinte là aussi assez diffuse, mais la caractéristique, c'est justement cette atteinte des parois bronchiques. Donc, ça ne va pas se limiter à l'alvéole, mais aussi aux bronches. Et on peut avoir aussi l'atteinte dans le Niemann-Pick. Donc, on va avoir là une anomalie des lipides avec des macrophages qui sont chargés de lipides et un syndrome réticulonodulaire. Donc, on va avoir des nodules et des réticulations. Donc, vous voyez ici la maladie de Gaucher avec cet aspect interstitiel assez marqué. On peut avoir aussi un épaississement bronchique, mais on ne voit pas vraiment sur cette image. Mais par contre, on voit bien ce syndrome interstitiel. Et vraiment, le syndrome interstitiel, sa caractéristique, quand vous le recherchez, c'est qu'il atteint la paroi. Les vaisseaux ne touchent jamais la paroi pulmonaire, des vaisseaux normaux. Donc, si j'ai des divisions comme ça qui vont atteindre la paroi jusqu'à sous la plèvre, vous pouvez être sûr que c'est un syndrome interstitiel. Là, on a le Niemann-Pick et donc vous voyez beaucoup de nodules ici. On voit ces nodules diffus avec un syndrome réticulaire donc, qui va toujours jusqu'à la paroi, mais on voit tous ces nodules ici. Puis l'atteinte hépatique. Après, on a des pathologies plus classiques qu'on peut voir aussi plus tard chez le grand enfant ou chez l'adulte. Donc la sarcoïdose, ça atteint
essentiellement le grand enfant et l'adolescent. Chez les petits, ça ne touche pas les poumons. Donc, chez le grand enfant, on peut avoir une atteinte ganglionnaire médiastinale, classique, bilatérale, symétrique, ou on peut avoir des atteintes pulmonaires chez les adolescents, mais il n'y a pas de fibrose qui a été décrite. Et le traitement, quand on a un retentissement, c'est les corticoïdes. L'histiocytose, langue ancienne, qui est différente chez l'enfant et chez l'adulte, puisque chez l'enfant, c'est une maladie multisystémique où on va avoir des granulomes histiocytaires qui vont toucher l'os, la peau, le foie, la rate, la moelle osseuse et le poumon. Ce qui, en imagerie, est caractéristique de l'histiocytose, ce sont des nodules de taille variable qui vont ensuite se trouer et former des kystes au niveau du poumon. On peut trouver aussi des calcifications thymiques et ganglionnaires hilaires. Le diagnostic qui se fait entre l'imagerie et le lavage, où on va trouver un nombre particulièrement élevé de cellules macrophagiques marquées en CD1A. En général, chez l'enfant, on va aller biopsier d'autres sites pour pouvoir retrouver ce granulome éosinophile histiocytaire. Le traitement, là aussi, ce sont des corticoïdes, des immunosuppresseurs, et on se retrouve parfois à traiter cette maladie comme si c'était une maladie néoplasique parce qu'elle peut être extrêmement agressive chez l'enfant. Donc, vous voyez l'histiocytose qui va vous donner... donc, vous voyez ici des nodules. On ne voit pas beaucoup de nodules chez cet enfant, mais on en voit encore, ces gros nodules. Et ensuite, ils vont se trouer et on va avoir cet aspect kystique de tout le poumon. Vous voyez ici toutes ces images qui peuvent s'agrandir, confluer. Quand les kystes confluent, ça va donner de grosses lésions kystiques. Et vous comprenez que quand c'est sous la plèvre, on peut tout à fait aboutir à un pneumothorax. Vous voyez aussi ces images. Donc, c'est vraiment typique d'une histiocytose et ça va donner des insuffisances respiratoires, bien sûr. Les déficits immunitaires. Alors, tout à l'heure, on a vu la dysimmunité, c'est-à-dire les auto-anticorps. Là, on se retrouve en déficit immunitaire et il est absolument indispensable de rechercher des déficits immunitaires au cours des fibroses, des pathologies interstitielles de l'enfant. Il ne faut pas se contenter des bilans immunitaires classiques. On est parfois obligé de faire des typages génétiques et de découvrir de façon surprenante des anomalies qui n'auraient pas été identifiées autrement que par le typage génétique. Alors, le plus classique, c'est la pneumopathie interstitielle lymphoïde, donc la LIP, et les bronchiolites folliculaires. Donc, on le trouve essentiellement chez les enfants qui ont une infection par le VIH, ça peut toucher 50% des enfants, mais aussi on peut la retrouver au cours des déficits immunitaires communs variables, et vous savez que c'est le plus fréquent des déficits immunitaires dans notre pays. Ça va donner des nodules à prédominance sous-pleurale, basale et centrolobulaire, et ce sont des nodules centrolobulaires. On va avoir aussi, de façon possible, un épaississement bronchique, des dilatations de bronches, un verre des polypes périphériques. Et vous savez que dans la DICV, on a souvent des DDB. On incrimine aussi dans cette pathologie le virus d'Epstein-Barr. Et le diagnostic est très simple à faire sur un lavage bronchiolo-alvéolaire. Deuxième point des déficits immunitaires, en dehors de la LIP, ce sont les bronchiolites oblitérantes et les pneumopathies interstitielles diffuses qu'on retrouve au cours des transplantations. Transplantation et dans la maladie du greffon contre l'hôte, dans la transplantation de cellules souches de moelle osseuse. Ça va donner essentiellement un piégeage, un épaississement bronchique, des DDB et des opacités centrolobulaires. Le traitement, c'est le traitement du rejet de greffe ou de la maladie du greffon contre l'hôte qui va être l'immunosuppression, mais aussi
On va associer un traitement corticoïde inhalé et des bronchodilatateurs de longue action. Et on va proposer aussi chez l'enfant des macrolides au long cours. Donc ici, vous avez l'image en anapathe. Vous voyez cette bronchiole qui est très épaissie. Vous voyez l'épaisseur de l'inflammation. Vous voyez l'épithélium qui desquame et la bronchiole qui est complètement pathologique avec une infiltration lymphocytaire très, très importante. Tous ces petits points violets, eh bien, ce sont des lymphocytes qui sont dans la muqueuse, mais aussi en péribronchiolaire. Ça va donner cet aspect en fonction respiratoire. Donc, vous voyez que c'est complètement différent de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Là, c'est une obstruction qui va prédominer quand on regarde la courbe, avec cet aplatissement majeur de la courbe. Et vous voyez sur cette imagerie, sur la radiographie du thorax, en tout cas, cette distension avec ces poumons qui sont très clairs et très distendus, et ça va donner des enfants qui sont très essoufflés. Quand vous voyez cette image au scanner, elle est vraiment typique, c'est l'aspect en mosaïque ou en carte de géographie, où il faut faire des clichés en expiration pour voir l'aggravation en expiration. Donc vous voyez que ce qui est normal, en fait, ce sont ces zones grises, et ce qui est anormal, ce sont toutes ces zones noires qui ne s'obscurcissent pas et qui ne perdent pas de volume à l'expiration et qui sont dues au piégeage au niveau bronchiolaire et l'air qui ne peut pas sortir. Donc, vous voyez ici toute cette zone qui est la zone pathologique. Ce n'est pas ça qui est anormal, c'est le noir qui est anormal. Et on voit des dilatations de bronches associées chez cet enfant. Dans le dernier chapitre, ce sont les pathologies qui ressemblent à une pneumopathie interstitielle diffuse, mais qui ne sont pas une atteinte de l'interstitium. On a les vasculopathies hypertensives qu'on trouve dans les hypertensions pulmonaires post-capillaires. Et ce qui va permettre le diagnostic, c'est d'abord d'avoir des signes d'hypertension pulmonaire. Et ça, les radiologues savent très bien évoquer le diagnostic. On peut avoir des pathologies lymphatiques avec des lymphangectasies ou une lymphangiomatose avec prolifération des canaux lymphatiques. Et donc tout ça, ça vous permet de vous dire que même si vous avez beaucoup de diagnostics possibles, en fait, par ordre de fréquence, on va pouvoir réfléchir de façon relativement simple chez les enfants de plus de 2 ans. Donc, si vous savez que le premier diagnostic, ça va être l'hémorragie alvéolaire diffuse, puisque ça représente plus de 25% des cas, vous savez que là, le lavage bronchiolo-alvéolaire, c'est ce qui va vous permettre de faire le diagnostic. Donc, on va faire un lavage, on va retrouver un score de Gold élevé, et donc là, on va poser le diagnostic d'hémorragie alvéolaire. Les pathologies du surfactant, là, c'est une pathologie à laquelle on va penser, surtout si on a des cas familiaux, si on a une atteinte associée, et si c'est apparu, si les signes sont apparus relativement précocement, et là, le typage génétique va vous permettre de poser le diagnostic. Ensuite, vous voyez que le deuxième groupe de diagnostic, finalement, ce sont les vascularites et les connectivites. Donc là aussi, ce qui va évoquer le diagnostic, c'est les signes associés. Donc on va penser vascularite, connectivite, l'histiocytose qui a une imagerie extrêmement typique, et puis les déficits immunitaires. Et on a vu que le plus fréquent, c'était quand même le VIH et le déficit immunitaire commun variable qui vont donner des LIP. Et là aussi, le lavage vous permettra de poser le diagnostic avec les lymphocytes qui seront abondants. Ensuite, le dernier ensemble, c'est les pneumopathies d'hypersensibilité et l'inhalation. Donc, ce sont les pathologies qui sont liées à l'exposition. Donc, les pneumopathies d'hypersensibilité, c'est quand même une pathologie qui est assez typique parce que ça donne des syndromes pseudogrippaux à répétition
Et donc, vous allez automatiquement demander aux personnes qui accompagnent l'enfant s'il y a des moisissures, s'il y a des oiseaux dans l'environnement. L'inhalation, il faut, sur l'imagerie, c'est très typique. Et là, c'est le radiologue qui vous mettra sur la voie et vous demanderez à la maman si elle donne de l'huile assez souvent à son enfant, d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a les médicaments qui sont quand même une atteinte assez rare chez l'enfant. Donc, si vous avez en tête cette classification, vous voyez que chez l'enfant de plus de 2 ans, on va surtout s'intéresser à, d'une part, au lavage bronchulo-alvéolaire, mais aussi à tous les signes accompagnateurs et à l'exposition, alors que chez l'enfant de moins de 2 ans, c'était surtout le typage génétique et la recherche familiale qui allait nous aider. Voilà. En résumé, je ne vous demanderai certainement pas d'apprendre ça, mais vous voyez que la démarche, c'est d'abord la clinique et la TDM qui va vous aider beaucoup, et parfois ça va vous suffire. Sinon, on va aller faire des prélèvements de laboratoire, et donc la dysimmunité sont les auto-anticorps ou l'immunité pour les désordres immunitaires, et puis éventuellement d'autres examens, comme la pH-métrie si vous cherchez une inhalation avec un reflux. Si ça ne vous a pas suffi, vous allez faire fibro-lavage qui va vous aider à faire le diagnostic de l'hémorragie alvéolaire, de la protéinose alvéolaire, de la LIP et de la PHS, éventuellement de l'aspiration. Si vous n'avez pas réussi à avancer, vous allez faire une étude génétique. Et si malgré tout ça, vous n'y arrivez pas, c'est là qu'on va les biopsier. Et le poumon n'est pas le premier organe qu'on va biopsier. On va aller voir s'il y a d'autres sites, particulièrement la peau, qui est quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple à biopsier que le poumon, ou d'autres organes. En conclusion, les PID, c'est avant tout un raisonnement. Donc le raisonnement, c'est un diagnostic. C'est évolutif parce qu'on peut penser, par exemple, dans les hémorragies alvéolaires, qu'on est en hémosidérose idiopathique, en se disant, voilà, il n'y a rien, et puis petit à petit, il y a d'autres signes qui apparaissent et on se met à penser à des pathologies associées comme une vascularite, par exemple. Donc, votre diagnostic chez les tout petits ou chez l'enfant de relativement petit, ça n'est jamais un diagnostic définitif tant que vous n'avez pas la preuve. Ça évolue beaucoup. Chaque année, il y a des nouveaux gènes qui sont découverts et qui vous permettent de poser le diagnostic beaucoup plus simplement par un typage génétique. L'immunologie avance aussi très vite et nous dit que l'immunité, c'est quelque chose d'important et que ça interagit beaucoup avec les pathologies pulmonaires. Maintenant, pour le moment, on n'a pas encore de traitement, mais on peut toujours espérer, comme dans toutes les maladies génétiques, avec les progrès et l'insertion possible bientôt de gènes ou de micro-ARN ou d'ARN, on va pouvoir guérir ces enfants, comme on le fait pour la mucoviscidose, ou en tout cas les soigner. Et c'est un grand espoir, et c'est pour ça qu'il faut les prendre en charge de façon au moins symptomatique, très efficace. La transplantation, c'est la proposition ultime, mais on est toujours réticent à transplanter précocement les enfants. Et la meilleure façon de faire, c'est quand même de les amener au moins jusqu'à l'adolescence, si ce n'est pas jusqu'à l'âge adulte, pour leur proposer le plus tard possible une transplantation si ils arrivent à supporter et à vivre une vie normale. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais, avant de finir, vous rappeler que la multidisciplinarité, c'est ça qui nous permet de progresser, particulièrement dans ces maladies où vous voyez que l'imagerie est essentielle au diagnostic, que la clinique, c'est important, que les généticiens, les immunologistes ont un rôle fondamental, éventuellement les chirurgiens à la fin, et que c'est pour ça qu'il y a des réunions multidisciplinaires de confrontation qui sont extrêmement utiles. Il y en a une en France qui est le réseau Respifil, qui est associé au réseau des maladies rares, auquel on peut s'associer
et qui ont des staffs par webinaire et qui nous aident beaucoup, que ce soit nous ou les autres équipes. Et je crois que Madame Bouguila a, elle aussi, interagi avec eux de façon très positive. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez réussi à suivre ce cours qui est quand même un petit peu compliqué. Merci beaucoup.